la caricature, mais la caricature voilée, masquée de l'évolution du droit pénal, des conceptions en matière de politique criminelle et en matière de politique pénale. L'histoire le montre, j'ai pas le temps d'expliquer, mais le droit évolue, et le droit des mineurs, le droit des enfants est un droit test. Les lois des enfants, le droit du travail commence par le droit sur le travail des enfants. L'évolution du droit pénal commence avec les mesures sur le droit pénal des mineurs. Le droit de la famille évolue sous l'influence de la problématique des enfants qui sont enfants naturels. Est-ce qu'on va donner des allocations familiales aux enfants naturels? Bien sûr que non. Quand j'étais étudiant en droit, M. Julio de la Morandière nous faisait des cours sévères en robe en nous disant, vous comprenez, c'est très grave. C'était en 1954. Très grave, on commence à verser les allocations familiales aux enfants naturels, bientôt aux enfants adultérins. La famille est menacée, l'institution familiale, etc. On entendait ça. On disait c'est un vieux con, mais quand même on était obligé de passer les examens. L'évolution du droit des enfants est une image et parfois est un symptôme de l'évolution du droit. Alors, quand le Conseil constitutionnel a examiné la loi Perben 1, ça c'est en 2002, j'ai quand même beaucoup remué le paysage là-bas, enfin entre nous, et j'ai convaincu beaucoup. J'ai tellement convaincu qu'ils ont édicté à cette circonstance, le Conseil constitutionnel a édicté un principe constitutionnel concernant le droit pénal spécial des mineurs, l'érigeant en principe constitutionnel, se référant à l'ordonnance de 45, disant que c'est un droit pénal qui prévoit des juridictions spécialisées, des procédures particulières, des peines adaptées, etc. Il a proclamé le principe, mais dans la même décision, il a refusé de censurer la loi Perben 1 et introduit des dispositions contraires à ce qu'il érigeait en principe. Et quand 2 ans après la loi Perben 2 arrive, et là ça a été la chose pour moi incompréhensible, car les gens qui siégeaient avec moi en 2002 comme en 2004 au Conseil constitutionnel, beaucoup d'entre eux ont agi contre leur conscience, j'en suis sûr, je le sais, contre leurs convictions. Ils ont agi par un conformisme social, par une complaisance politique, mais dans la loi de 2004, ils ont introduit une disposition que j'ai combattue pendant 1 heure, permettant de mettre un mineur en garde à vue pendant 4 jours, s'il y a des raisons plausibles de suspecter qu'il est associé à des majeurs. C'est-à-dire prenant le contre-pied absolu de l'ordonnance de 45. Dans l'ordonnance de 45, l'article 7 dit, en gros, quand un mineur est impliqué dans une affaire, lui, il peut y avoir des majeurs avec lui. Pour lui, la procédure, elle suit les règles du droit des mineurs. La loi Perben 2, dans cet article que j'ai vainement combattu, dit exactement le contraire. Et donc, un homme peut être mis en garde à vue pendant 4 jours. Une des raisons pour lesquelles mon livre a eu un certain succès, surtout auprès des journalistes, etc., c'est qu'au même moment où il est paru, le scandale des gardes à vue multipliés par 2 en 8 ans a explosé. Et donc, mon livre est arrivé sur ce terrain favorable. Et ça a donc été un élément qui a donné aussi une publicité aux positions que je prenais en matière de droit pénal des mineurs. Et après ça, j'ai été très sollicité par les magistrats spécialisés, par les avocats, et donc je me suis inscrit au barreau. Et dans les mois qui viennent, je ne fais que ça, mais je ne plaide pas encore, car je me borne à aller dans des tribunaux, dans des cours d'assises, et entre la Suisse, l'Espagne, l'Écosse et l'Allemagne, à me faire une opinion, et dans 4 ou 5 mois, je serai vraiment ferré à glace là-dessus. L'autre chapitre sur lequel je passerai plus rapidement, c'était à propos du CPE, car une évolution du droit très inquiétante, c'est l'évolution du droit du travail. Je ne parle pas du code du travail, il a été explosé. Il a été, on peut dire, dynamité, il a été saucissonné, il a été... bon. Mais il y a eu l'affaire du CPE, où j'ai siégé le CPE. Chirac disait, oui, bon, on va voter, mais on ne l'appliquera pas. C'est passible de poursuite pénale. Giscard d'Estaing a fait un article dans le journal du dimanche en disant, pour sortir du bourbier, il faut corriger ça. Mais tous ces messieurs et dames, sauf moi et un autre que je ne nommerai pas pour respecter rigoureusement le secret du délibéré, nous n'avons été que 2 à prendre position contre ce texte qui a été successivement voté par le Parlement, approuvé par le Conseil constitutionnel. On a retardé sa publication au journal officiel parce que Chirac avait déjà annoncé qu'il ne serait pas appliqué
Or, normalement, s'il paraissait au journal officiel, c'est tombé sur le 1er avril. Je leur ai dit ça en séance, je leur ai dit, pas de tout marché, vous mettez ça au JO le 1er avril, vous avez raison. Alors ils l'ont publié le 2. Bon. Et en effet, 3 jours après, il y a eu une proposition de loi bidon par un député, je n'aurais pas payé pour ça, mais sollicité pour faire ça, et ça a été abrogé. Or, ce CPE, je ne détaillerai pas ça maintenant, était une disposition prétendument tournée en faveur des jeunes qui en réalité portait des atteintes très graves à des principes de base du droit du travail, des bases moins anciennes que le droit pénal, mais non. Donc ça m'a horrifié de voir des gens capables de voter ça. Et la troisième disposition, c'est celle que je vous ai dit, c'est la loi de mars 2009 sur l'audiovisuel public, qui a pour moi fait déborder le vase. Je leur ai dit, écoutez, maintenant au point où j'en suis, je m'en vais dans un an, mais si vous ne publiez pas mon opinion différente, je la publierai moi-même. Il est inacceptable que la France se trouve dans cette situation. Alors, ça leur paraissait totalement théorique, on va voir ce qui se passe dans la forme d'audiovisuel, mais l'actualité fait que ces derniers temps, il y a déjà eu plusieurs mesures de quasi-censure. Voilà donc comment j'ai fait ce livre à différentes facettes et pourquoi, en effet, je suis devenu avocat et pour les mois qui viennent, je ne m'occuperai que des mineurs et après l'année d'après, je ne m'occuperai que du droit du travail et l'année d'après, je ne m'occuperai que du droit des étrangers. Après, on verra. Mais c'est un des grands problèmes de la France, c'est qu'au fond, il y a, j'en suis convaincu, quand les idées dominantes sont plus fortes que les idées profondes, des lois sont votées et l'opinion les laisse passer. Je pense qu'il ne suffit pas qu'il y ait une majorité électorale différente dans 2 ans pour que certaines des lois concernant les mineurs soient abrogées. Il faut qu'il y ait un mouvement d'opinion, il faut qu'il y ait un mouvement d'idées. J'essaie d'y travailler. De même, la destruction du code du travail. J'ai de très bons amis au groupe socialiste et parmi les meilleurs. Je considère que l'opposition parlementaire de gauche n'a pas combattu, ferraillé de façon barbare, sauvage, interminable à l'égard de cette... Et enfin, en ce qui concerne l'audiovisuel, ça a été pour moi la stupéfaction, que même les journalistes ont laissé passer tout ça. Donc je pense qu'on peut agir dans la vie politique par la voie parlementaire, la voie militante, etc. On peut aussi agir par le combat d'idées. Et pour le moment, c'est ce droit des mineurs, et je prendrai 3 exemples qui viennent d'avoir lieu. Vous avez entendu parler du procès de Pontoise, des assises de Pontoise, non? Ben, on ne sait pas qui a tiré sur les flics. La procédure mise en œuvre, je ne sais pas sur le fond, la procédure mise en œuvre aujourd'hui rend très suspecte les mises en cause. Et le procès, vous n'avez pas vu ça dans les journaux là? Et c'est désastreux, c'est-à-dire que il y aura un doute, on ne sait pas comment ça va se terminer. Bon. Deuxièmement, il vient d'y avoir la condamnation à 30 ans de réclusion d'un fou qui avait zigouillé un de ses co-détenus et qui avait coupé en morceaux et qui avait, excusez-moi, j'ai pas encore eu de brochette, moi, alors je peux me... et qui avait mangé un morceau du poumon, ce co-détenu. Bon. Il vient d'être condamné à 30 ans de réclusion. Or, tout établit que ce type relève très exactement de ce qui, sous l'Ancien Régime, on est fous, on les enfermait, au XIXe siècle, ou au XXe siècle. En vérité, c'est dans cette affaire, il y a une première victime, c'est le gars qui a été en partie mangé, parce que c'est la carence, pas des individus, mais du service de l'administration pénitentiaire, de la médecine pénitentiaire, de la prévention à l'égard de graves malades psychiatriques qui sont laissés en liberté ou qui sont mis en prison avec d'autres qui sont mis en danger de mort. Et le condamné à 30 ans de prison ne correspond à rien. Si, évidemment. Et ça correspond à le mettre à l'isolement. Mais si on continue, à condition qu'il soit seul, comme dit. Mais il faut bien voir que derrière cette affaire-là, il devrait y avoir le procès d'une défaillance terrible du service public de la justice. Et la troisième affaire, eh bien vous la connaissez tous, c'est quand on pense que aujourd'hui les poursuites sont engagées contre un certain nombre de gens dans l'affaire Bettencourt, alors qu'on n'a encore pas entendu parler de poursuites contre